C'est bon. Bon, bien, je voulais faire un petit rappel sur un tout début, mais déjà de bienvenue à tout le monde. Ça, c'est quand même un préalable. Mais allez, je vais attendre 2-3 secondes de plus parce que je vois que les gens se connectent, donc je vais attendre un peu pour donner le ton sur la bienvenue. Je vais quand même rappeler le contexte du webinaire de Dave Holmes aujourd'hui, qui est un webinaire beaucoup plus large, puisque c'est un cycle qu'on a entamé à la fin du mois d'octobre avec 4 étapes. La première, c'était quand même Chantal Aymar qui ouvrait, notre chercheuse, à nous, Cocorico, sur les sciences infirmières et qui venait amener des bases sur les premiers pas en recherche. Et puis on allait sur du concret en suivant avec Jean Toniolo qui allait nous faire une démonstration de l'utilisation des bases de données en prenant pour exemple PubMed. Et puis ensuite, Benoît Chalençon est venu de son côté évoquer la lecture d'articles scientifiques et comment on pouvait s'acculturer à cette lecture spécifique et qui nous met parfois en difficulté puisque c'est vraiment les premiers pas en recherche. L'association Dave, elle a vraiment vocation à aider des chercheuses en devenir, du curieux jusqu'au débutant, en passant par des chercheurs plus confirmés. Attention juste au micro, tout le monde, pensez à couper vos micros s'il vous plaît. Et voilà, c'est bon, c'est OK. Attendez, il y a quelqu'un qui a le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, je démarre donc avec la présentation donc de la séance d'aujourd'hui, où Dave va nous amener dans les premiers pas en philosophie des sciences infirmières. La philosophie, je crois qu'on est nombreux à avoir une forme de trauma au niveau du lycée, où on a des souvenirs assez complexes de ce qu'était la philosophie, qu'elle est appliquée. On va le voir aux sciences infirmières, ça peut prendre une toute autre valeur. Donc, Dave va nous en expliquer un peu le sens, il va nous donner des exemples concrets et vous dire un mot sur cet intervenant remarquable. Je pèse mes mots. Remarquable déjà par son parcours, mais aussi, il faut le savoir, Dave vient aujourd'hui avec son engagement, avec sa générosité, voilà, pour dire des choses implicitement, vous l'aurez compris, et il nous offre aujourd'hui cette prestation. Donc, Dave, c'est un professeur, mais aussi un immense chercheur en sciences infirmières. Il travaille aujourd'hui à l'Université d'Ottawa. Il est également titulaire de la chaire de recherche en université en soins infirmiers et médico-légaux. C'est un auteur de plus de 215 publications scientifiques, auteur de 55 chapitres de livres et aussi à l'origine de 7 ouvrages. Il est reconnu pour ses travaux sur la pensée critique en soins. Son approche, elle vise à questionner les savoirs établis, interroger les normes et encourager une réflexion plus libre et engagée sur la profession et la discipline infirmière. Alors, on est plusieurs à avoir suivi son enseignement, on est même ici présent aujourd'hui. On n'est pas des adeptes, sinon il aurait, je pense, manqué quelque chose, une étape dans ces cours. On est par contre indélébile, c'est indélébile, on est marqué par ses interventions et on est pleinement heureux de l'entendre aujourd'hui. Donc Dave, c'est à toi, on te laisse enchaîner. Je crois que tu n'as pas le micro, Dave. Attention, ton micro. D'accord, oui. Alors, merci beaucoup, Benjamin, pour cette présentation. Écoutez, moi, je n'ai pas voulu ce matin arriver dans le cadre de ce webinaire et de donner un cours. Alors, je vais parler un peu plus de ma démarche ou de mon histoire avec la philosophie tout court et puis vous donner quelques exemples aussi de ce que j'ai fait. Euh, j'ai 6 exemples, mais je vais passer rapidement là. euh, à travers ces 6 exemples-là, j'ai 3 exemples dans le domaine de la psychiatrie, de la santé mentale et 3 exemples dans le domaine de la santé publique. Tout simplement vous dire un peu ce que j'ai fait dans le cadre de ces articles-là. Donc, est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend bien, hein? Oui, Dave, c'est parfait. On voit et on entend. D'accord. Alors là, moi, je veux simplement changer de... J'essaie de changer de... Oui, d'accord. C'est OK.
C'est C'est bon, toi qui ça l'as change. fait? Bon, très bien, Non, merci. non, non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est C'est toi qui moi? l'as OK, fait. bon, je ne sais pas Ouais, quel ouais. bouton, je vais retrouver ça tout à l'heure. Alors, donc, rapidement, qui suis-je? Bon, ce serait long à détailler, mais sur le plan, en tout cas, de la philosophie, de la théorie, des fois, j'ai encore de la difficulté moi-même à distinguer les deux, là. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé, en fait, comme travaux, comme auteur. Alors, je les ai mis ici à l'écran et vous allez voir qu'il y a évidemment beaucoup de français. Alors, moi, je me réclame d'une approche qui est plus postmoderne, post-structuraliste. Alors, vous comprendrez que les travaux de Michel Foucault en particulier et ceux de Gilles Deleuze et Félix Guattari aussi. Alors, j'ai utilisé beaucoup ça dans le cadre de mes travaux. Donc, alors, on y va avec Jean Baudrillard au niveau de la sociologie. J'ai travaillé beaucoup euh, avec le travail, avec les concepts, en tout cas, de Jean Baudrillard, quand j'ai exposé, en fait, le vide qui entourait l'evidence-based nursing ou les pratiques là, sur les données probantes en sciences infirmières. Ensuite de ça, les travaux de Georges Bataille et du Marquis de Sade aussi, dans le travail que j'ai conduit au niveau de la sexualité. Les travaux de Judith Butler sur les théories du genre, ou en tout cas la théorie queer plus en particulier, justement, dans les travaux en santé publique. Gilles Deleuze et Félix Guattari aussi, euh, plus récemment, mais plus intensément, je dirais, et de manière plus intéressante, je dois dire aussi, là, si je regarde le reste des perspectives utilisées. Le premier à qui j'ai été exposé, exposé de force, en fait, par mon directeur de doctorat, qui m'avait demandé de laisser tomber un peu mes a priori ou mes bases de nursing pour me lancer vers quelque chose d'autre, pour remettre en question justement ces bases-là. Ensuite, les travaux de Kafka qui n'ont rien à voir avec la philosophie, mais je les ai utilisés aussi beaucoup dans le domaine du carcéral avec la colonie pénitentiaire. Et les travaux de Julia Kristeva, évidemment, moi je suis un infirmier en psychiatrie, je ne suis pas du tout un philosophe, ni un anthropologue, ni un sociologue, je suis un infirmier. Tout ce que je fais, c'est que j'utilise la philosophie et puis la théorie pour travailler. Ensuite, les travaux d'Antonio Negri aussi, pour critiquer aussi le mouvement sur les données probantes. Évidemment, un incontournable, George Orwell aussi avec la novlangue et dans le domaine du nursing, et aussi le travail de la française, en fait, expatriée en Arizona pendant plusieurs années, décédée maintenant, mais la féministe radicale Monique Wittig. Peut-être que ça vous dit quelque chose, mais il faudrait peut-être voir. Moi, je faisais lire certains passages à mes étudiants de baccalauréat sur la pensée straight. En fait, ça, c'est un texte que tout le monde devrait lire, qui n'a rien à voir, ben, qui a à voir aussi avec l'hétérosexualité comme système politique et non pas comme une orientation sexuelle. Alors ça, c'est toujours une surprise pour les étudiants, mais surtout de faire un peu les parallèles avec ce qu'on est dans le domaine des sciences infirmières, parce que, bon, en anglais, quand on dit qu'on est straight, ça veut dire qu'on est pas mal rigide. Donc, Monique nous amène quelque part, et puis moi, j'utilisais ce texte-là pour défaire certaines conceptions infirmières, alors que le texte avait été écrit évidemment pour critiquer l'hégémonie ou le système politique qu'elle appelait l'hétérosexualité. Alors, un instant, je vais essayer. Ah oui, voilà. Et au niveau des aspects méthodologiques, rapidement, moi, j'ai utilisé, je suis assez, bon, pas conservateur dans ma pensée, mais assez conservateur dans ce que je fais. Vous allez voir, moi, j'utilise toujours les mêmes auteurs maintenant. Peut-être que c'est parce que je suis pas assez vaillant pour lire autre chose, mais je préfère m'en tenir à ce que j'ai déjà lu. Et c'est la même chose au niveau méthodologique. Donc, l'ethnographie, la phénoménologie, évidemment, vous allez voir aussi peut-être que vous le savez déjà, mais bon, tous les travaux de Husserl et puis de Heidegger, par exemple, donc, ce qui sont des philosophes, la théorisation ancrée et l'analyse critique de discours. Donc, alors pourquoi je me suis intéressé à la philosophie? Alors donc, d'abord, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, forcé par mon directeur pendant le premier été de mes études doctorales. Alors, mon directeur m'avait demandé de lire
Surveiller et punir de Michel Foucault et aussi Histoire de la folie à l'âge classique. Donc, deux livres assez compliqués pendant un été. Alors, je vous dis, là, je m'arrachais les cheveux sur la tête, mais bon, c'était quand même ça. Heureusement que j'avais l'environnement du parc La Fontaine le jour, parce que bon, le soir, c'est peut-être autre chose, parce qu'il y a beaucoup de cruising le soir, mais c'était le jour. Je lisais le jour au parc La Fontaine, donc, et puis je me suis tête première lancé dans ce travail-là. Donc, pourquoi? Donc, exposition en milieu clinique, notamment en psychiatrie légale, hein, où j'ai travaillé toute ma vie, en fait, à des approches que je considérais non conformes aux idéaux de soins. Alors, je voyais des choses, je me disais, bon, ben, ça ne peut pas être du nursing, ça, c'est quoi cette affaire? Et réalisation que les modèles proposés ne pouvaient pas répondre aux questions que je me posais. Alors, et puis, intérêt pour la remise en question, si vous voulez, de concepts fondateurs en sciences infirmières, notamment le concept de caring, qui avait disparu, en tout cas, des unités sur lesquelles je travaillais. Et recherche de réponses et de sens, en fait. Et j'en parlais avec mon directeur, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Et bon, et là, c'est la lecture des travaux de Michel Foucault. Et c'était la première lecture pour moi en philosophie. Je comprends bien que s'il y a des philosophes en ligne ou s'il y a des philosophes qui entendent ce que je dis là, ils vont dire, mais Michel Foucault, ce n'est pas un philosophe. Bon, alors c'est un historien. Pour les historiens, c'est pas un historien. Bon, ben là, moi, je suis pas mêlé à ces débats-là. Pour moi, c'est de la philosophie. Donc, j'ai lu ces premiers textes-là et ça a complètement changé ma vision des sciences infirmières. Donc, évidemment, intérêt marqué pour les approches théoriques ou philosophiques ce qu'on appelle post, donc on appelle, bon, postmoderne, post-structuraliste, postcolonial. Alors, je me suis lancé, comme je le disais tout à l'heure, tête première dans cette mouvance-là. Bon, un instant, là, j'essaie de changer de... D'accord. Bon, alors, peut-être vous dire que pour moi, j'ai retenu cette définition de la philosophie dans le texte. Évidemment, qu'est-ce que la philosophie de Gilles Deleuze? La philosophie est la discipline qui permet de créer des concepts. Alors, c'est ce que Deleuze dit. Alors, évidemment, moi, je n'en crée pas des concepts. Ce que je fais, c'est que si les philosophes créent des concepts, on pourra donc utiliser ceux-ci comme des outils. Et c'est ça ce que j'ai fait en fait pendant toute ma carrière. Donc, Foucault soutient que pour être radical, la pensée ne doit pas spéculer sur des concepts généraux, mais se forger une boîte à outils conceptuelle, analysant telle ou telle séquence historique de la vie sociale, donc par exemple, donc, tout ce qui se passe dans les institutions pénales ou dans les asiles ou les hôpitaux psychiatriques. En fait, Benjamin, tu es mieux placé que moi pour parler de ça, hein, avec ton doctorat en histoire. Mais alors, pour moi, j'ai toujours dit ça. D'ailleurs, j'avais participé à un livre qui s'appelle Philosophy of Nursing. Je le montrerai tout à l'heure là, quand je reviendrai à l'écran. Je ne sais pas si vous me voyez en même temps que je parle. Benjamin, veux-tu me dire, est-ce que les gens me voient pendant que je parle? Non. On a ta petite lunette, ouais, on peut te voir, oui, oui, oui. Bon, Après, ce qui est en focus, c'est ton écran, mais on te voit un petit peu, t'inquiète, ouais, 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 ça marche bien. alors est-ce que vous voyez ce livre-là? Non? Ben, je le montrerai tout à l'heure si c'est compliqué. Donc, ça s'appelle le Philosophy of Nursing, Five Questions. Alors là-dedans, bon, vous avez des auteurs, bon, David Allen, Patricia Benner, le défunt, en fait, John Drummond. Vous avez des noms que vous allez connaître, là, Sally Thorne, John Paley, Marc Rijard, Gary Rolfe, Trudy Rod, puis moi, je suis dans ce livre-là aussi. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé à répondre aux 5 questions qu'on me demandait de répondre, moi, j'ai toujours dit, je pense qu'il n'y a pas de philosophe en nursing. Je pense que ce qu'on fait en nursing, c'est qu'on utilise les travaux de philosophes pour comprendre, en fait. Donc, implication pour la profession et la discipline. Donc, le discours philosophique est une pratique qui consiste à utiliser les mots comme des indices indirects, des métaphores et tout ça, sur un sujet et une écriture engagée de manière singulière, proposer une manière de voir le monde, donc d'inventer aussi des nouveaux paradigmes pour comprendre ce qu'on fait en sciences infirmières. Donc, l'écriture philosophique nous permet donc de donner un sens aux soins infirmiers et aux sciences infirmières, parce que ça, évidemment, comme vous le savez, il y a une distinction entre la profession, ce que vous appelez chez vous le métier, mais je pense que ça, c'est un terme que vous devriez peut-être abandonner
pour parler davantage de profession et, bon, évidemment, la discipline. Donc, certains concepts extérieurs aux sciences infirmières permettent justement de comprendre autrement nos phénomènes d'intérêt issus de la pratique clinique. Parce qu'il faut comprendre que, en tout cas, moi, le travail que je fais, bon, ça peut paraître un peu étrange, des fois, l'utilisation de certains concepts, mais c'est toujours lié à de la pratique clinique. Alors, c'est jamais déconnecté, c'est pas faire de la philosophie, m'asseoir à mon bureau et puis tout d'un coup de commencer à délirer en fait sur des thématiques. Mais c'est pas ça. C'est de prendre une problématique clinique précise dans un champ de pratique infirmière et puis de la comprendre autrement, justement en mobilisant des concepts qui nous viennent de philosophie ou de théorie, dans mon cas, là, la plupart du temps, extérieurs aux sciences infirmières. Donc là, j'ai des exemples ici. Évidemment, il y a des textes là-dedans que j'ai écrits, là, ça fait des années, donc ma mémoire n'est pas toujours bonne, mais bon, je me suis mis un peu des points de repère pour vous en parler. Mais ce texte-là, qui a été écrit par ma grande amie Alicia Evans, qui est une infirmière, qui est une docteure en nursing, mais qui est une psychanalyste aussi australienne, et elle a toujours été fascinée par la manière dont la sexualité des patients adultes psychiatrisés était gouvernée, entre guillemets. Donc, elle est arrivée avec une approche critique, en fait, sur le travail des infirmières, alors avec des données empiriques. Donc, moi, je l'ai rencontrée en Australie la première fois lors d'une conférence, puis elle m'a dit, moi, j'ai des données empiriques, j'ai une façon un peu critique de définir le risque, mais je n'ai pas le cadre théorique ou philosophique pour comprendre les données. Alors, ben, j'ai dit, ben, envoie-moi tes données et puis moi, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Et là, j'ai utilisé évidemment le travail de Michel Foucault, notamment le concept de gouvernementalité avec l'appareil de sécurité, le dispositif diplomatico-militaire, mais bon, qu'on peut rapporter au niveau de la police, par exemple, et puis l'autre chose sur la notion de pouvoir pastoral. Alors, j'ai travaillé avec elle là-dessus et on en est venu à cet article sur Madness, Sex and Risk, une analyse post-structuraliste. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je suis un peu friand de ces approches post-structuralistes qui nous viennent de France en passant. Là, bon, c'est les Français là, qui nous ont amenés sur ce terrain-là. Donc, alors, on a montré dans ce texte-là comment la sexualité des patients ne tournait jamais autour du désir et du plaisir, mais toujours au niveau du danger et des risques et comment la sexualité des patients était gouvernée, mais en même temps, bon, gouvernée par le pouvoir disciplinaire, par le pouvoir pastoral, mais donc en fait réprimée de différentes façons. Alors ça, c'est un exemple de recherche empirique en utilisant justement des concepts philosophiques empruntés à une autre discipline. Donc, l'autre chose, ce texte-là qui est peut-être un peu plus récent, qui a été signé par un de mes étudiants, Jim, qui est maintenant professeur adjoint à l'Université de l'Alberta. Alors, c'est dans l'ouest du pays, en fait. Euh, L'autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que, évidemment, moi, quand j'écris avec mes étudiants, c'est que ma contribution, évidemment, c'est de relire ce qu'ils font, de m'assurer que c'est rigoureux, tout ça. Mais ma contribution, c'est de laisser les étudiants expérimenter quelque chose. Donc, d'essayer d'être le moins castrant possible, entre guillemets, et puis de les laisser explorer des terrains, de laisser mobiliser des concepts, et puis moi de m'assurer que tout ce texte-là se tient, et que c'est rigoureux, et ben, évidemment qu'il y a qu'il pourra y avoir un intérêt, en tout cas pour les gens de notre profession puis de notre discipline. Donc, vous savez, tout le mouvement, vous avez entendu parler de ça, j'imagine, mais on pourra reparler tout à l'heure, là, quand j'aurai fini de mon petit exposé. Mais le mouvement sur le rétablissement, ou ce qu'on appelle en anglais le recovery. Alors, évidemment, là, c'est très populaire en psychiatrie. Alors, évidemment, entre le modèle asilaire et le modèle du rétablissement, on peut penser que, bon, il y a toute une progression ou une amélioration.
En même temps, pour nous, il n'y a pas de progression et d'amélioration, il y a cooptation. Alors, comment on voit qu'il y a une cooptation? C'est justement en utilisant des concepts qui sortent des sciences infirmières et pour montrer que finalement, tout ce qui était à la base du rétablissement a été récupéré par le dispositif psychiatrique. Et comment on a fait ça? C'est en utilisant évidemment les travaux, encore une fois, de Michel Foucault, notamment sur le pouvoir pastoral. Et là, évidemment, quand on a publié, c'est un journal australien, quand on a eu les commentaires de ça, évidemment, il y a un des réviseurs qui est probablement un disciple du recouvrement ou du rétablissement, pardon, ou du britannique, parce que je le connais bien. Vous savez, on vient qu'à connaître nos ennemis aussi, ou les gens qui nous critiquent. Et puis pour lui, ce texte-là, c'était de la bouillie pour les chats. Puis encore une fois, une analyse critique à la Foucault qui vient un peu défaire tout ce qu'on fait. Bien, évidemment, quand on se lance avec des travaux comme ça, critiques, ben oui, ça défait un certain nombre de prix pour acquis, si vous voulez. Et on le fait, on a publié et on avait promis dans le cadre de cet article-là d'avoir une suite à ce papier dans le même journal. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a retourné, évidemment, on est retourné dans le même journal tel que promis avec la rédactrice en chef et on a soumis une suite qui est encore plus percutante, à mon avis, sur le rétablissement. Et là, ça a été rejeté par le journal. Là, ils ont trouvé que c'était absolument terrible. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, ben nous, moi, des fois, vous savez, je deviens de moins en moins vaillant. Comme je le disais, j'essaie de moins en moins de travailler. Alors, j'ai dit à Jim, écoute, moi, je ne corrige rien. On envoie ça dans un autre journal et ça a été publié tout de suite par Nursing Inquiry, pour vous dire, en fait, qu'il y a un appétit, des fois, pour certains journaux. Et puis, ben voilà. Donc, ce journal, c'est un excellent journal en psychiatrie, mais je dirais un peu plus conservateur. Toujours est-il que, bon, on a publié notre critique sur le rétablissement dans ce travail-là. L'autre texte qui est un peu plus facile pas facile à écrire, en fait compliqué à écrire, mais plus facile à publier, surtout dans le Nursing Philosophy, un journal qui est dédié justement à la philosophie, c'est ce texte-là sur les soins communautaires les soins, la pratique d'infirmière ou infirmière en santé communautaire auprès d'adultes psychiatrisés. Mais là, on s'est lancé vers ce qu'on appelle les MAD Studies. Alors, je ne sais pas si c'est un mouvement qui est connu en Europe, mais en Amérique du Nord, en fait, on parle beaucoup de ça. Donc, un mouvement, évidemment, qui est en rupture totale avec un modèle biomédical ou nursing, si vous voulez de la définition même de ce qu'est la psychiatrie ou ce que devraient être les soins à des populations psychiatrisées. Et on a utilisé là, dans ce texte-là, pour justement montrer à quel point les infirmières pouvaient s'inscrire dans ce mouvement de MAD Studies, donc de s'inscrire en rupture ou en porte-à-faux avec ce qui se fait dans le domaine de la psychiatrie. Et pour faire ça, comment on a pensé ce papier-là, c'est qu'on est allé avec les concepts de meute et de sorciers et de sorcières, en fait, chez Deleuze et Guattari. C'est assez amusant. En tout cas, moi, je vous invite franchement à lire ce papier-là qui est aussi qui a été écrit par mon étudiant et secondé par un collègue qui s'appelle Pierre-Luc Turcotte, qui est un ergothérapeute, en fait, mais qui s'intéresse beaucoup à Deleuze et Guattari, un collègue maintenant, mais qui a été un étudiant au doctorat en ergothérapie que j'ai mentoré à l'extérieur de sa thèse parce que lui, bon, s'ennuyait terriblement avec la thèse qu'il devait produire et puis avait besoin un peu d'oxygène. Alors, il avait communiqué avec moi quand je travaillais en Californie, puis on travaillait en parallèle. Alors, on était dans un espace justement de résistance ou un espace nomade, hein, comme Deleuze et Guattari le nomment. Et puis, on travaillait sur des thématiques en ergothérapie, mais qui étaient en fait non seulement dans le domaine moi je l'appelais le domaine de l'indiscipline de l'ergothérapie. Donc, ça, c'est ce texte-là vraiment mobilise les concepts, comme je le disais, de meute et de sorcière pour montrer comment les infirmiers et les infirmières peuvent s'assembler. Puis là, c'est aussi les théories de l'assemblage chez Deleuze, s'assembler avec les patients psychiatrisés
et les organismes communautaires qui luttent contre l'appareil ou le dispositif psychiatrique. Donc, comment les infirmières peuvent s'associer à ces gens-là et donner voix ou permettre à ces patients-là de s'exprimer, mais non seulement ça, mais de reconfigurer la pratique infirmière à partir de la perspective de ces patients-là et de ces MAD studies, si vous voulez, et non seulement d'être en meute avec ces gens-là, donc de contrecarrer les visées du dispositif psychiatrique, mais de devenir un peu des sorciers, des sorcières, dans la mesure où, bon, évidemment, c'est la métaphore de Deleuze avec ces gens qui habitent les bois ou au pourtour des boisés, là, mais d'avoir une pensée tellement radicale que la pratique infirmière est complètement, comme il le nomme, désarticulée. Donc, d'inventer une autre pratique infirmière pour être capable de soigner ces patients-là. Donc, moi, je vous invite à lire ce texte-là si ça vous intéresse, parce que, bon, c'est assez intéressant. L'autre chose, ici maintenant, c'est dans le domaine de la santé publique, mais là, je vais passer plus vite parce qu'évidemment, je comprends bien que l'auditoire est en santé mentale, mais vous savez, moi, j'ai utilisé aussi la psychanalyse dans mes travaux en santé publique. Donc, ce papier-là, d'ailleurs, je pense que mes étudiants au doctorat, ceux qui sont là, je pense qu'on ne l'avait pas lu ou peut-être qu'on l'avait lu, je ne me souviens plus dans le cadre du cours. Mais moi, et c'est le concept, évidemment, de corps sans organes chez Deleuze et Guattari qui nous vient d'Antonin Artaud, d'ailleurs. Mais, bon, Deleuze et Guattari avaient parlé d'un corps sans organes, donc un corps qui refuse, en fait, si vous voulez, l'organisation sociale ou refuse les injonctions sociales. Donc, moi, j'étais dans le désert en Californie, je faisais de la recherche sur les pratiques à risque, et puis je me suis intéressé au sexe en groupe. Alors, je me suis dit, ben ça, c'est pas, ça va être une belle aventure au soleil, dans le désert. Et puis, je me suis dit, ben voici, donc, je vais interviewer des hommes qui ont des pratiques sexuelles en groupe et de voir, ben, en fait, ce qui les amène à avoir ces pratiques-là, pourquoi ils les ont, quels sont les risques, quels sont les pratiques, en fait, de réduction des risques, etc. Et le désir aussi. Puis évidemment, le désir, non pas selon une perspective de manque chez Freud et tout ça, mais la perspective comme étant le désir comme une force, en fait, qui pousse les gens à faire quelque chose. Donc, évidemment, cette perspective me vient aussi de Deleuze et Guattari. Donc, montrer, en fait, que ces hommes qui pratiquent une sexualité qui n'a rien à voir avec probablement, ou peut-être tout à voir, je ne le sais pas trop, mais avec la majorité de nous tous, en fait, donc d'avoir une sexualité qui est publique, en groupe, à la vue de tout le monde, en fait, de ceux qui y participent et tout ça. Donc, de comprendre des pratiques sexuelles, mais à partir de concepts philosophiques comme ça. Alors, ça a donné aussi, je pense, un beau texte, là, dans Nursing Philosophy, si je me souviens bien. Donc, l'autre chose, maintenant, un autre texte aussi qui, là où il y a eu des tensions, si vous voulez, épistémiques, parce que s'il y a ça aussi, donc, en utilisant les aspects symboliques de l'échange de sperme, mais pas évidemment, Lacan ne parlait pas nécessairement d'échange de sperme, mais il parlait d'échange tout court. Alors, la symbolique qu'il peut y avoir autour de l'échange de sperme et autour des aspects politiques de l'échange de sperme entre hommes, évidemment, avec une sexualité anale. Là, ce texte-là a été écrit il y a plus de 20 ans. Alors, vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui avec des médicaments de prévention de VIH, comme le Truvada, pour ne pas le nommer, ou d'autres médicaments qui permettent aux personnes d'avoir des relations sexuelles anales non protégées sans être infectées par le VIH. Alors ça, c'est un texte qui a été écrit, comme je le disais, il y a 20 ans, où là, on essaie de comprendre à travers la philosophie deleuzienne et tout ça, et les travaux, je ne sais pas si on peut appeler ça une philosophie lacanienne, mais certainement, en tout cas, une psychanalyse lacanienne qui est assez particulière. Et pour faire ça, j'avais demandé à un lacanien, entre guillemets, de m'aider parce que moi, je n'étais pas assez ferré pour analyser cette portion-là au niveau symbolique. Donc, encore un exemple là, de mobilisation de théorie puis de philosophie qui sont à l'extérieur de la discipline. Et pour terminer, pour faire suite à ce que je viens de vous dire, donc là, pensez à
des pratiques de sexualité anale non protégée et tout ça. Et là, on est encore plus loin, dans une forme encore plus extrême de pratiques comme ça. Et c'est là que on a encore fait appel aux travaux de Deleuze et Guattari maintenant sur le désir, ou en anglais de becoming, comment on devient quelque chose. Donc, moi, je me suis intéressé à une pratique plus radicale de l'échange de sperme. C'était la pratique, en fait, du désir d'acquérir le virus du VIH et le désir de le transmettre. Alors évidemment, ces deux groupes-là sont de connivence, si vous voulez. Donc, ce sont des gens qui, dans ces années-là, maintenant, on ne parle plus vraiment de ça parce que, comme je le disais, il y a des technologies qui empêchent la transmission du VIH, mais à un moment donné dans l'histoire, bon, ça avait commencé à San Francisco et tout ça, c'est qu'il y a des gens qui, pour faire partie d'une communauté, pour toutes sortes de raisons qui, pour nous, dans le domaine de la santé, sont peut-être un peu discutables, mais moi, je voulais comprendre, comme j'avais travaillé sur les pratiques sexuelles anales non protégées, anonymes et tout ça, je voulais comprendre un peu ce phénomène-là, mais le comprendre autrement, pas à travers la lorgnière du risque et de la contamination et puis tout ça, mais le comprendre à travers ceux en particulier qui étaient en fait engagés dans ce type de pratique, si vous voulez. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé à, euh, à travailler sur, vous avez Breeding New Forms of Life. Alors ça, c'est un texte très, très, très difficile à publier. Non pas parce que le texte était pas bien, moi je trouve que c'est un très beau texte, c'est qu'il y avait des extraits d'entrevues dans ce texte-là qui était très difficile à lire pour certaines personnes, notamment la rédactrice en chef du journal. Donc, elle a trouvé que c'était beaucoup trop explicite. Il y avait des choses qu'elle ne voulait pas voir dans le cadre de cette publication-là, puis il disait que ça allait froisser le lectorat. Mais moi, j'avais refusé d'enlever, puis en fait, de censurer, si vous voulez, le texte. Puis je lui ai dit, ben, si tu ne veux pas le publier comme ça, moi, je l'envoie ailleurs. Alors finalement, avec des tractations et tout ça, elle a fini par le publier. Donc ça, c'est un autre texte aussi, peut-être, qui pourrait vous intéresser, même si c'est pas de la... quoique, il y a un peu de psychiatrie dans ce qui est écrit là-dedans, mais ça vous montre aussi un autre concept qu'on développe et on essaie de comprendre des pratiques sexuelles, en tout cas, avec des cadres autres. Puis tout ça, pour, vous voyez bien, dans ce que je viens de vous donner comme exemple, là, que moi j'essaie de trouver des modèles infirmiers, des modèles conceptuels en nursing qui pourraient nous aider à comprendre ce type de pratique-là, mais évidemment, on n'en trouve pas là. Alors, c'est pour ça que j'ai dit souvent, d'ailleurs, je l'ai fait lors d'une allocution, la dernière allocution que j'ai faite d'ailleurs au congrès de Benjamin et Jean-Paul et Céline ont organisé, et d'autres là, à Lyon. Alors moi, j'ai présenté là, un peu ma vision du développement des connaissances, mais c'est un peu, je reviens un peu à ça ce matin, c'est que ces pratiques radicales-là appellent aussi des cadres plus radicaux. Alors, et si vous voyez un peu les auteurs qui ont été utilisés tout au long de ce que je viens de présenter, ce sont tous des Français. Alors, moi, j'ai beaucoup en tout cas, euh, de points de convergence, disons, avec ces auteurs-là. Donc, je continue de lire leurs travaux, mais mes étudiants, en fait, m'amènent à les lire encore davantage parce qu'eux explorent des concepts que moi, je n'ai pas utilisés ou que je n'ai pas mobilisés. Et puis, c'est un peu, moi, je dis toujours qu'en fait, j'aurais peut-être pas eu la carrière que j'ai eue, le dossier académique que j'ai, si ça avait été, si j'avais pas eu les étudiants que j'ai eus. En fait, des étudiants à qui j'ai enseigné, il y en a d'ailleurs qui sont ici aujourd'hui, mais aussi les étudiants que j'ai supervisés. Donc, en fait, moi, je n'ai pas fait ça tout seul, là. Et pour finir, bien évidemment, il y a ce volume-là qu'on vient de publier. Évidemment, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais Pavel n'est plus parmi nous maintenant, hein. Pavel est décédé. Donc, mais c'est un texte, c'est un livre que Pavel, moi, je n'étais pas intéressé du tout à, à publier un texte comme ça. J'avais pas le goût.
J'étais trop occupé, puis franchement, comme je vous ai dit, j'essaie de moins travailler. Donc, franchement, je ne me cherchais pas du travail supplémentaire, mais quand Pavel m'avait approché, j'ai pas pu lui dire non. Donc, on a travaillé et dans cet ouvrage, vous avez à chacun des chapitres là, vous avez la mobilisation de philosophie, d'un philosophe, de concepts en tout cas, qui sont appliqués, ces concepts-là sont appliqués à la discipline ou à la profession infirmière. Alors, bon, si vous voulez avoir des textes en français, alors je pense que ça, c'est euh, peut-être quelque chose à considérer. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous raconter, en fait, ce matin. Alors, moi, peut-être que j'aimerais ça vous entendre. Et puis, ah oui, puis là, peut-être que si vous me voyez davantage, je ne sais pas si vous voyez ce livre-là, cette fois-ci, non? Dave, il te faut allumer ta cam. Je pense que tu avais fait une manip, tu avais enlevé ta Ah, caméra. d'accord. Ah, ben oui, ben oui, Voilà, là, je ne vois plus. voilà, Alors, ce voilà. Bon, c'est bon. texte-là, voici, c'est un texte Philosophy of Nursing, et puis les gens répondent à 5 questions. Vous avez les auteurs ici. Et en fait, en résumé, là, pas que je n'ai pas relu le texte, ça a été publié il y a plus de 10 ans, mais c'est un peu ce que je vous ai dit ce matin, mais moi, j'avais commencé ma réponse quand on me l'a demandé en disant que moi, je pensais qu'il n'y avait pas de philosophe en nursing nécessairement. Moi, en tout cas, moi, je me considère certainement pas comme un philosophe, mais je suis quelqu'un qui utilise des concepts en philosophie pour mener mes travaux. Alors, je le fais d'ailleurs en ce moment dans une recherche empirique que je conduis en milieu psycholégal au niveau des infanticides, donc où j'interviewe des infirmières qui ont soigné des femmes qui ont été reconnues coupables d'infanticide. Alors là, évidemment, il y a toute la mobilisation des travaux de Julia Kristeva sur l'abjection et de Margaret Childricks au niveau de la monstruosité et du monstre et tout ça. Alors encore une fois, je ne pense pas pouvoir comprendre ces phénomènes-là. Et en plus, une analyse genrée, justement, distinction entre la perspective des hommes et des femmes, avec justement le cadre théorique de Monique Wittig. Donc, je ne pense pas que j'aurais pu euh, que je pourrais comprendre mes données. Je suis en train de faire la collecte des données d'ailleurs, mais vous savez, quand on fait de la recherche comme ça, l'université, l'hôpital, comme c'est des recherches sensibles, l'université peut moins, mais l'hôpital exige que ce soit le chercheur principal qui fasse les entretiens. J'ai toujours l'impression de recommencer mon doctorat, ça fait 10 fois. Alors, parce que c'est moi qui conduis les entrevues, c'est moi qui va faire l'analyse des données. Là, il y a un étudiant de maîtrise qui va m'aider, mais c'est quand même moi qui fais ça. Alors, en ayant des cadres théoriques ou philosophiques comme ça va me permettre, moi, de faire ressortir des choses dans le cadre de cette recherche-là qui vont probablement différer de ce que j'aurais pu faire ressortir. En fait, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire avec des cadres conceptuels en nursing pour une problématique comme ça. Et la dernière recherche à vie, en fait, qui est maintenant au comité d'éthique, c'est toute la recherche sur ce qu'on appelle le slam camming, donc le sexe en groupe. Alors, vous voyez les intérêts en santé publique, le sexe en groupe, la prise de drogue injectable avec le crystal meth ou la méthamphétamine et ces gens-là qui se filment et qui s'exhibent à l'écran, qui a, je dois le dire, obtenu la première position aux Instituts de recherche en santé du Canada en santé publique. Alors, ça s'est rendu au comité d'éthique, et mais évidemment, avec une problématique comme ça, puis une recherche comme ça, vous pensez que les recherches, les modèles nursing, c'est pour pas bien être aidant, là. Alors là, je suis plus dans des cadres de technologie avec les cyborgs et tout ça, et puis sur justement les assemblages que j'ai appelés les assemblages pornographiques avec les travaux de Deleuze et Guattari. Alors, vous voyez, c'est toujours de la recherche empirique. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas du délire. En fait, peut-être que ceux qui me lisent pensent que c'en est, mais bon, pour moi, c'est pas du délire. Donc, c'est vraiment l'application concrète là, de, de, de théorie puis de philosophie à des, euh, des phénomènes empiriques, en fait. Voilà. C'est OK pour toi, Dave? C'est bon? Oui,
Mais merci beaucoup pour ta présentation, remarquable présentation. C'était pas évident comme exercice hein, d'arriver à amener ce que nous on appelle premier pas, en tout cas des notions autour de la philosophie, puis de nous amener à comprendre avec des exemples concrets. On voit ta pédagogie aussi, hein, puisque je crois que comme d'autres, ça a permis de lier ce que tu as amené à emprunter des concepts à la philosophie pour pouvoir les réintégrer et les mobiliser dans sa recherche et de voir aussi comment on pouvait avoir ce type d'ouverture. J'ai une pensée quand même pour ceux qui nous ont rejoints en cours de webinaire, qui sont arrivés au moment où tu parlais du sexe en groupe. Je pense qu'ils ont dû avoir un petit temps pour se raccrocher au contenu du webinaire, mais je pense que tout le monde en aura saisi la teneur. Alors, je laisse l'auditoire pour voir des questions, des remarques éventuelles, et puis je vous invite à oser. Dave est un immense chercheur, mais c'est une personnalité tout à fait abordable et capable de lier très facilement sur voilà, ce type de présentation. Donc, vraiment, profitez, osez. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir cette chance d'interférer. Vous n'êtes pas obligé de poser une question méta-scientifique, hein. Vous pouvez la poser avec vos questionnements internes, les vôtres à ce moment-là. Toujours un temps, hein, Dave, tu le sais. Pardon? Il y a toujours un temps avant que les gens arrivent Moi, Oui, oui, ben à écoutez, franchir soyez le pas. cap. En fait, moi, j'ai j'aurais j'ai trois probablement petites pas la questions. réponse. Attends, Ah oui? Ah, Oui. ah, pardon, on ne voit pas, excusez-moi, désolé. vous me voyez pas là? Il y a Bon, beaucoup de monde en fait, donc c'est ah, pour ça. ok, d'accord. Allez-y. Ouais. Bah, merci en tout cas, Dave, pour la présentation. C'est Jean Lefebvre-Thiel Ah qui oui, était Jean Lefebvre, déjà. comment ça va? Voilà, Oui. Salut Jean. ça Ouais, va bien. pardon, tu ne voulais pas saluer. Et bah, merci pour. J'avais trois petites remarques, peut-être pour avoir plus des précisions. C'était très intéressant. La première chose, je voulais savoir pourquoi, de ton point de vue, il faut plus parler de la notion de métier et davantage de celle de profession. La deuxième, c'était est-ce que tu aurais un exemple, on va dire un peu significatif de la différence entre les math studies et l'approche, on va dire, dite biomédicale? Et la dernière question, c'est sur le concept d'indiscipline. Ou alors, je ne sais pas si c'est un concept, mais quand tu as parlé de ton Oui. étudiant en ergothérapie, Oui. je sais que ça existe, ça, de parler de l'indisciplinarité. En tout cas, certains en parlent. Pas forcément dans le champ de la santé, mais je voulais avoir ton Oui. avis par rapport à ça. Merci Ben, beaucoup. la première réponse, Jean, c'est que ben, pour nous ici, en tout cas en Amérique du Nord, il y a une distinction à faire entre un métier et une discipline. Je ne sais pas que c'est péjoratif, le métier, mais le métier d'habitude réfère davantage à, par exemple, être un électricien, être un plombier, tu vois, alors qu'une profession, ces gens-là, d'habitude, en tout cas, ont des corporations professionnelles, des ordres professionnels. Alors, ça, c'est les médecins, les notaires, les ingénieurs, les infirmiers, les infirmières. Alors, moi, ça me fait toujours réagir, ça, évidemment. Bon, c'est pas, écoutez, je suis pas dans votre contexte, là, au même titre que, par exemple, la masculinisation, en fait, du terme infirmier en Europe aussi, et pour les Nord-Américains, des fois choquante, parce que nous, on parle jamais comme ça. C'est que, ben, d'abord, il y a une prépondérance féminine en nursing, c'est la même chose en Europe. Alors, on comprend mal l'utilisation d'un... Mais bon, chez vous, peut-être, bon, il y a Madame le ministre et tout ça. Alors, c'est des détails. Mais je pense que, il y a déjà là quelque chose dont il faut s'affranchir, à mon avis. Quand je suis intervenu au Luxembourg, je l'ai dit aussi. Mes collègues, par exemple, moi, quand j'enseignais au niveau du baccalauréat, j'utilisais toujours le terme infirmière, mais j'avais, au début du cours, explicité pourquoi. Évidemment, ça n'incluait pas les infirmiers, mais évidemment, avec une prépondérance à 90% au Canada d'infirmières, alors c'est mal placé pour parler d'infirmiers. En tout cas, bon, ça, c'est une question de sensibilité peut-être à nos collègues féminins. La deuxième question était sur la question des math studies et puis de... C'était bien ça, oui. Alors, le Math Studies, en fait, un mouvement, en fait, aussi assez nord-américain, sinon anglo-saxon, là, qui opère une fracture, en fait, avec tout ce qui est de la psychiatrie, de la biopsychiatrie et tout le reste. Alors, nous, moi, je ne suis pas un spécialiste des Math Studies. Il y a un infirmier extraordinaire
un professeur d'ailleurs, professeur agrégé, qui s'appelle Simon Adam. Alors, si vous voulez prendre ce nom-là, alors, lui il écrit beaucoup sur ce mouvement-là. Il est très, 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 d'ailleurs, très investi avec des groupes communautaires qui représentent en fait des populations psychiatrisées. euh, en fait, dont la philosophie des groupes communautaires repose justement sur les Mad Studies. Donc, un groupe qui veut vraiment se distancer de la médecine psychiatrique traditionnelle, si tu veux. Et en fait, il y a de plus en plus d'infirmiers et d'infirmières, en tout cas au Canada, qui évidemment critiquent ce dispositif psychiatrique et s'orientent vers des approches un peu plus novatrices, si tu veux, qui s'apparente en tout cas aux Mad Studies. Je ne te dis pas que l'ensemble de ces infirmières et ces infirmiers-là deviennent des sorcières, des sorciers, hein, qui est une genre de métaphore encore plus radicale de ce qui pourrait être fait avec des pratiques alternatives en santé mentale. Je ne sais pas non plus à quoi ça pourrait avoir l'air. Ça, Jim Johansson, mon étudiant, est plus à même d'en parler. Mais c'est un peu, je ne sais pas si je réponds à ta question parce que je ne me souviens pas très bien là, de ce que c'était, mais c'est un peu ce mouvement des Mad Studies ici qui est je ne dis pas que c'est embryonnaire parce que c'est très, très actif, mais c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond, en tout cas dans le domaine de la psychiatrie, puis remettre en question beaucoup ce qu'on fait dans le domaine de la santé mentale, dans les hôpitaux et tout ça, et sont très critiques justement de ce mouvement de rétablissement qui a été, comme je le disais tout à l'heure, coopté. Parce que, en fait, ça ressemblait pas beaucoup à ce qu'on fait. Ce qui était au début, les balbutiements de ce que le Mad Studies, si tu veux, proposait comme étant le recouvrement ou le rétablissement, le recovery en anglais, n'a pas à faire beaucoup avec ce qu'on fait en ce moment, où en fait, c'est l'insertion de l'asile dans le communautaire. Alors, c'est vraiment bon, moi, comme je te dis, là, c'est pas mon champ de recherche du tout, mais je pense que pour nous tous ici, là, je pense que je pense qu'on devrait en tout cas non seulement s'informer sur ce mouvement-là, mais essayer peut-être de, de transformer nos pratiques, si tu veux, euh, en fonction des paramètres ou de ce que proposent les Mad Studies. La dernière question, c'était Sur euh, l'indiscipline, l'indiscipline. l'indisciplinarité. Bon, c'est un terme que j'ai lancé comme ça, mais les Mad Studies parlent beaucoup de ça aussi. Et bon, peut-être que l'indiscipline, peut-être que j'en suis en fait une des figures en nursing. Moi, en fait, ce que je veux inventer, puis pas inventer, mais proposer, et je le dis ici, là, en toute transparence, c'est que je pense que pour faire avancer une discipline, il faut aussi s'inscrire dans une forme bon, d'interdisciplinarité, oui, mais d'indiscipline, dans notre propre discipline. Je pense que j'ai fait ça toute ma carrière, en fait, Jean. Et pour moi, à ce moment-ci, où là, je suis à l'aube de ma retraite, je racontais à Benjamin il y a quelques jours, ou hier peut-être, Benjamin, je me souviens, c'était hier, hein, hier soir ou avant-hier. euh, je- Ce que je veux développer, en fait, ou proposer, c'est un champ qui s'appellerait le Critical Nursing Studies. Donc, un peu des, inaugurer un champ de recherche sur la critique des pratiques infirmières. Tu vois? Alors, ça serait pour moi une façon de poser ou concrètement de ce que c'est que l'indiscipline. Hmm. C'est la réponse que je te donnerais, Ok, en mais fait. merci. J'ai pas de définition plus conceptuelle que ça. Et Amélie Perron, que tu connais bien, Mhm. à qui j'avais lancé l'idée il y a quelques mois, m'a dit, en tout cas, quand tu vas écrire là-dessus, moi, je vais être la co-autrice de ça. Fait que là, donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais me lancer là-dedans, parce que comme je le disais tout à l'heure, des fois, j'ai de la difficulté à travailler. On dirait que des fois, je tourne en rond maintenant, je ne sais plus, là. Mais bon, j'ai tellement d'étudiants que je lis des thèses, ça me sort par les oreilles. Alors là, je vais essayer pour un dernier coup. euh, le rêve que j'aurais, c'est d'aller aux presses de l'Université d'Ottawa, de prendre tout ce que j'ai fait, les articles, les chapitres de livres, de mettre tout ça dans un livre,
en reprint, si vous voulez, en reproduction, et d'introduire ce livre-là par justement une introduction qui s'appellerait Critical Nursing Studies. Ok. Et puis là, mobiliser ces concepts, ce concept d'indiscipline. Merci beaucoup. Bienvenue, Jean. Pardon, Jean, je ne t'avais pas reconnu, moi, sur le coup. Alors, je ne vois pas tout le monde. Allez, qui c'est qui... Je ne sais pas qui c'est qui voulait intervenir, ou qui a une question, une remarque. Moi, je veux bien. Early, ok. Salut tout le Vas-y, t'as la monde. parole. Bonjour Salut. Dave. Bonjour Dave. Bonjour. Vraiment enchanté de vous rencontrer. Bon, ouais, moi j'ai une question avant que tu commences, hein. Où est-ce que Ouais. tu es rendu? Est-ce que tu es rendu à Ottawa? Pour l'instant, je suis avec Jean-Laurent. D'accord, donc tu es entre deux pôles. Ouais, tout va bien, mais bah voilà. Pavel était mon directeur pour les personnes qui aussi ne Ouais. savaient pas. Donc voilà, donc je travaille, je continue sur le protocole et je corrige D'accord, là. J'ai eu les corrections, j'ai validé le protocole et je corrige les remarques faites par le jury. très bien. C'est un honneur de pouvoir te rencontrer. Je voulais te demander, j'ai loupé le début parce que j'avais un rendez-vous, donc peut-être que tu l'as répondu avant, donc désolé déjà si c'est le cas. Je voulais te demander, quand tu empruntes par exemple Foucault, ou quand tu empruntes Deleuze, ou quand tu empruntes Guattari ou d'autres auteurs en fait, que tu vas emprunter, qui vont amener de l'intensité par rapport à certains travaux, qui sont une intensité qui est nécessaire, hein. Je voulais savoir, qu'est-ce qui fait que quand toi tu les empruntes ou nous, tu vois, quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui fait que ça va être de la recherche en sciences infirmières versus un sociologue ou un philosophe qui va faire de la recherche? À quel moment on peut dire qu'on est dans une recherche en sciences infirmières? Ben, écoutez, Voilà. en fait, la réponse à ça est assez simple. Moi, je le disais tout à l'heure, c'est que ce qui m'interpelle, ce sont des phénomènes d'intérêt en nursing. Mhm. Quand j'ai mobilisé les travaux de Michel Foucault, j'étais au niveau du doctorat, j'étais dans un pénitencier fédéral. J'ai interviewé 23 infirmiers et infirmières dans le cadre de cette recherche-là sur justement cette tension entre le soin et le correctionnel. Donc, la recherche portait sur un phénomène en sciences infirmières. Maintenant, il y a des gens, puis ça m'a toujours été reproché, mais ça, vous savez, moi, le rendu à l'âge que j'ai, à 58 ans, puis je quitte sous peu, j'ai toujours été un peu amusé par ces commentaires où on dit que de la recherche sur les infirmières, c'est pas de la recherche infirmière. Alors, je sais pas sur quelle base, en fait, pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir autour de ça ou de conversation à avoir avec ces personnes-là. Moi, ce qui fait que c'est une recherche en nursing, c'est que le phénomène d'intérêt est un phénomène infirmier, si tu veux. Et puis, après, le cadre théorique qu'on utilise ou les philosophies qu'on utilise pour faire parler nos données ou pour comprendre nos données, ben après ça, il faut aller vers ce qui va expliquer le phénomène qu'on est en train d'observer. Alors, c'est ça la base, là. Je veux dire, le problème, c'est que ce qu'on a vu, puis tu l'as vu, j'imagine, là où tu étais, c'est que c'est le plaquage, en fait, de modèles infirmiers sur des phénomènes d'intérêt dans la discipline. Mais un plaquage, ça reste un plaquage, hein. Donc, Mm. c'est forcé, la théorie, elle est forcée, c'est un verbiage ou une, pour moi, il y a un manque de rigueur absolue quand on fait ça. Alors, un étudiant au doctorat, d'abord, une thèse qui n'est pas théorisée, pour moi, ce n'est pas une thèse de doctorat. Donc là, ça veut dire que là, l'étudiant, il doit aller vers les cadres pour expliquer ce qu'il a trouvé, en fait, dans le domaine, dans le monde empirique. Puis moi, je te rappelle que les infirmières qui ont développé des modèles conceptuels, se sont inspirés de d'autres. Par exemple, quand on pense à Calista Roy, quand on est chez Anne Seeley et chez Lazarus et Folkman, alors franchement, je veux dire, on n'est pas en nursing là, quand on parle de ça. Alors Bien comment sûr. se fait-il que des étudiants qui prétendent être des doctorants vont baser leur PhD
au niveau conceptuel ou théorique sur le travail de Calista Roy sans avoir une compréhension approfondie de Hans Selye, de Lazarus et Folkman. Ça, pour moi, c'est impensable. Donc, alors, de dire que l'emprunt de théorie, tout ça peut un peu... c'est comme si, en fait, pour eux ou pour elles, j'imagine, c'est comme si les connaissances sont bâtardes, tu sais, sont pas pures, c'est pas de la recherche nursing. Comment on fait pour dire ça? Alors que les modèles sur lesquels on veut qu'on s'appuient eux-mêmes sur des théories externes. Alors moi, ça, c'est incompréhensible. Donc, mais comme je te dis, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai mené ma carrière comme j'ai voulu. J'ai fait le travail que j'ai voulu. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, souvent dans l'indiscipline, souvent dans la marge, très isolé. Mais Louise Gagnon, qui est un professeur à l'Université de Montréal, m'avait dit que, bon, elle citait ou paraphrasait Heidegger, là, qu'en fait, il fallait oser sortir du troupeau et puis créer d'autres possibilités. En fait, ces théories-là ou ces philosophies-là ou ces philosophes-là permettent justement de faire ça. Alors, tu sais, l'autre bout de réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on est avec des théoriciennes qui nous ont donné des modèles jusque dans les années 80. Hein? Là, il y a peut-être Nadeau en Europe, des modèles plus récents, mais sinon, les modèles nord-américains, on termine en 80 là. Alors, on fait quoi après? Alors, on reste là-dessus. On est avec Calista Roy, on est avec. Alors, moi, non, un étudiant qui vient travailler, en tout cas sous ma supervision, va avoir un corpus de données empiriques d'un phénomène nursing, que ce soit expérimenté par les infirmières ou que ce soit des phénomènes que les patients aussi expérimentent, peu importe, là, ou la relation entre les deux, les infirmières vis-à-vis de l'institution. Alors, vous comprendrez que quand on est, par exemple, je le disais dans certaines conférences d'ailleurs, si on est un infirmier, une infirmière en psychiatrie, hein, puis qu'on a travaillé dans les asiles, ou qu'on a travaillé dans des milieux fermés, et puis qu'on n'a jamais lu Erving Goffman, hein, au niveau du doctorat, par exemple, ben là, il y a un problème majeur pour moi, là. Alors, moi, au même titre qu'un étudiant qui veut faire une recherche empirique et puis qui ne connaît pas trop le champ. Moi, j'avais un étudiant qui voulait travailler sur la prise de risque chez les danseurs nus à Montréal. Alors, moi, je lui ai dit, ben oui, c'est bien intéressant, puis c'est bien sexy, cette affaire-là. Mais bon, là, c'était toute la mise en place évidemment, nursing, la mise en place d'une clinique mobile de dépistage, etc. Hein, c'est qu'on est là-dedans. Mais j'ai dit, mais comme tu ne connais pas beaucoup le champ, il va falloir que tu ailles comme client. Alors, va-t'en t'exposer à ce milieu-là pendant des mois, puis reviens me voir après quand tu auras une bonne idée de ce qui s'y passe. Alors, lui est allé là, c'est un champ, évidemment, de pratique nursing, parce que si on veut proposer des services mobiles de dépistage d'ITS, ben, on investit le milieu, donc lui en ethnographie et avec des cadres à l'extérieur du nursing. C'est quand même pas Calista Roy et Gene Watson qui vont nous aider à comprendre les données qu'on va ramasser dans un club de danseurs nus. Voyez-vous? Ouais. Alors, c'est un peu ça. Je peux. Oui. Merci Tu beaucoup, peux répondre. merci Oui. beaucoup, Dave. Mais en fait, la question que je me pose, tu vois, je suis convaincu, en fait, je suis convaincu que, effectivement, aussi, tu as ouvert une voie, toi et toute l'école, hein, tu vois, il y a quelque chose il y a quelque chose où tu as une marque de fabrique. Je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends bien. Et je suis convaincu que, effectivement, même Roy ou Anderson empruntent aussi à l'extérieur, donc tout le monde emprunte, et on le fait tous. Maintenant, ma question, c'est, en fait, quand toi, tu empruntes, par exemple à Foucault, mais comme tu emprunterais à Roy ou à n'importe qui, en fait, qu'est-ce qui fait que ton travail, même si tu es dans un phénomène infirmier, si un sociologue voulait faire la même chose que toi, il prendrait ton protocole, il voudrait faire la même chose que toi, qu'est-ce qui fait que lui, il produirait peut-être, il n'aurait pas ton style, ou un style infirmier dans la recherche. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que je veux. En fait, moi, je pense qu'il y a m'exprime bien. Oui, oui, je comprends ce que tu dis, mais je pense que le sociologue n'aura probablement pas une compréhension du champ. Par exemple, si moi, je travaille dans le domaine de la psychiatrie en nursing, le sociologue n'a pas
à mon avis, là, une compréhension. Quoique la doyenne de l'Université de Montréal disait que mon superviseur, qui était Michel Perrault, comprenait mieux le nursing que la plupart des professeurs à la faculté. Mais bon, ça, c'est un commentaire éditorial de la doyenne Kerouac qui est décédée, mais quand même, elle disait ça. Mais moi, je pense que c'est la proximité de notre pratique, parce que c'est une discipline professionnelle, c'est ça qui fait que moi, je suis Ok. capable de bien comprendre ce qui se passe. Et Michel me disait toujours, mais toi, tu sais ce qui se passe en prison, tu sais la nature des interactions avec les patients, avec la direction, tout ça. Moi, je comprends, je le sais pas. Puis, et aussi, c'est que nous, on a quand même des cadres, si tu veux, au niveau déontologiques, des obligations pratiques, etc., des normes de pratique que le sociologue n'a pas. On a quand même, parce que même si je te dis ce matin que tous ces modèles-là, en fait, nursing, ne sont pas toujours aidants pour comprendre les données, il reste que la perspective conceptuelle nursing, qui est proposée, par exemple, je donne un exemple, par Gene Watson, m'habite aussi. Hein? Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui est contre le caring, évidemment. Mais la question que je me posais, c'était comment le caring peut-il se manifester dans un milieu de punition? C'est ça la question. Alors, je suis un infirmier qui s'intéresse à une problématique nursing. C'est comment on peut déployer le caring en prison. Alors, je ne sais pas si le sociologue s'intéresserait à ça, là. Je ne pense pas, en tout cas. Merci. Merci Vincent, tu avais Vincent Billet. Salut. Bonjour tout le monde, merci Dave pour cette présentation très enrichissante. Donc Vincent Billet, je suis candidat au doctorat sous la direction de Marie-Hélène Goulet et Pierre Parisot-Legault là, à l'Université de Ah Montréal. ben oui, une grande collègue, amie. Ah bien, et puis un ancien étudiant, oui. Exactement. Juste pour répondre à Yorli, là, il y a l'idée, là, nous, on a lu le livre de Marc Richard de Nursing Knowledge, qui est vraiment passionnant aussi, où lui, il parle vraiment d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, on va dire, mais qui peut Ouais, apporter aussi sa perspective critique, mais du point de vue si tu es infirmier, en fait, du moment qu'on a notre point de vue si tu es infirmier, quoi qu'on fasse, finalement, on va produire pour la discipline. Donc, ça déplace un peu, ça répond un peu à ta question, peut-être. Et moi, je voulais juste revenir au Math Studies parce que moi, c'est mon cadre conceptuel là pour mon projet doctoral. Et juste de remettre un peu sur l'avant que c'est quand même quelque chose qui a été créé, cette indiscipline, justement, parce que ça n'a pas de personne qui gère vraiment ou une personne qui le représente parce que c'est un groupe, mais c'est surtout pour mettre de l'avant la voix des personnes premières concernées, hein. Justement, c'était pour un peu s'éloigner de tout le corpus de connaissances qui émergeait de l'antipsychiatrie ou de la psychiatrie critique qui venait de personnes privilégiées ouais, de l'académie. C'était pour un peu s'éloigner de ça et pour dire qu'il y a quand même trois concepts qui ressortent vraiment beaucoup des math studies. C'est l'oppression psychiatrique, les injustices épistémiques et le sanisme. Et tout tourne un petit peu ouais. autour de ça. Et justement, par rapport à ça, moi, ce qui m'intéressait, c'est par rapport à l'article où tu l'as utilisé là, justement, parce que moi, j'ai beaucoup de questionnements sur la cooptation, sur la colonisation, justement, des math studies par la discipline infirmière, par exemple, dans mon cas. Parce que ben, moi, je suis certes une personne queer, mais je suis pas une personne avec un trouble de santé mentale ou qui a un vécu d'hospitalisation psychiatrique. Et comment vous avez justement travaillé le fait d'utiliser les math studies sans finalement être une personne première concernée? Voilà, c'était un peu ma question. Ah, ben là, il faudrait peut-être poser la question à Jay, mais moi aussi, pour ton information, je suis une personne queer aussi. Et puis, mais je pense que ce qu'on a, en fait, Billy, euh, de commun avec certains groupes comme ça, c'est cette oppression subie, cette répression subie dans des dispositifs médicaux ou paramédicaux. Alors, je pense que on ne peut pas tout à fait être les personnes qu'on représente ou à qui on donne des voix ou à qui, mais on peut à tout le moins comprendre,
tu vois, il y a quand même des points de convergence, tu vois, dans ces... parce que je parlais tout à l'heure là, de l'hétérosexualité comme système politique chez Monique Wittig, il y a quand même, c'est quand même un système d'oppression aussi, ça. Alors, je pense que moi qui est queer, Pierre-Luc aussi d'ailleurs, qui serait ici, dirait la même chose, et Jim, euh, peut-être pas, mais je pense qu'il y a une sensibilité, tu vois, on ne se met pas à la place d'eux, mais il y a quelque chose qui nous rejoint, en fait, et qui est toute cette question d'oppression. Et dépendamment de l'âge qu'on a, je pense que tu es plus jeune que moi, j'imagine, en tout cas. Évidemment, plus on est âgé dans tout ce mouvement, justement, gay, lesbienne, bisexuel, queer, etc., alors plus ces gens-là ont vécu peut-être de l'oppression, puis comprennent bien aussi ce que ça peut vouloir dire. Et c'est pas pour rien, tu sais, que on s'intéresse à ces problématiques-là. Il y a aussi de nous autres hein, dans un doctorat ou dans ce qu'on fait, dans nos recherches. Là. C'est pas complètement étranger à qui on est et à ce qu'on a vécu. Tu vois? Alors, je pense qu'il y a toute la... Bon, je sais pas là, si on peut se lancer là-dessus ce matin, mais je pense que dans ta thèse aussi, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de ça, mais il y a toute la question de la réflexivité aussi qui est importante chez Bourdieu, entre autres, encore un Français, mais la réflexibilité bourdieusienne, et puis pour situer un peu le chercheur dans sa démarche plus globale. Là. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, là, Si, Vincent. complètement. Merci OK. beaucoup. Merci Vincent, je donne juste une info, il y a l'autre Vincent Martin qui donnait une ref biblio, c'était à ta destination Jean, je pense, voilà, sur le Nursing Science, vous l'avez dans le chat si ça vous intéresse. On est indiscipliné parce qu'on est en dehors du temps, donc on ne veut pas abuser, Dave. Est-ce qu'on me confirme, Céline, il n'y a pas d'autres mains levées, il n'y a pas d'autres... Non, j'en vois pas. Ah, et puis on va permettre à Dave de pouvoir commencer sa journée. D'ailleurs, Ah, mais moi, je vais à Vincent, l'épicerie. oui, pardon. Je vais à l'épicerie. Bon, ben, nous, je sais pas trop où on va aller. En tout cas, on te remercie infiniment, Dave. C'était un plaisir de te recevoir. Tu vas beaucoup nous manquer aux 9e rencontre de cette année qui se déroule le 3-4 avril. Ah, ben, je te ferai J'en peut-être profite. une surprise, tu sais. Oh, alors là, Avec ce serait plaisir. plus qu'une surprise, hein, ouais. Ah, ben oui. Ce serait magistral. Ah oui, Ouais. voilà, c'était un plaisir de t'avoir l'année dernière. Tu le comprends, j'en profite aussi pour communiquer sur les rencontres qui arrivent à grands pas 3-4 avril, parce que on est relativement nombreux hein, à ce webinaire, hein, donc c'est un plaisir de vous avoir tous reçus. Merci. N'hésitez pas à nous rejoindre à l'assaut pour ceux qui n'y seraient peut-être pas. Vous savez que plus on sera nombreux, plus on pourra peser contre les différentes institutions pour rester dans le thème. Un immense merci, Dave, à toi, et je souhaite à tout le monde une très belle fin de journée et une très belle journée à nos amis québécois et en Ontario pour ceux qui étaient là-bas. Bye bye tout le monde. Très bien. Merci, Bye. Benjamin. Merci Au revoir beaucoup à Merci tous. beaucoup, Bye. Dave. Bye. Bye bye, merci. Jean, t'es là encore ou... Ah non, il a bugué. Il aurait pu y avoir Jean, tu sais, pour lui poser des questions. Ouais. Bon, tant pis. Allez, bye bye. Bye bye. Céline, on se rappelle Ouais, pour la 10e fois de la journée. pour la Allez, 10e fois de la journée. allez, bye. Salut.